Donc, Dr Beaulieu est chirurgien orthopédiste. Il a fait sa médecine et sa chirurgie orthopédique à l'Université d'Ottawa. Il a aussi fait son fellow en chirurgie de la hanche à Los Angeles, en Californie. Par la suite, il a eu l'opportunité de travailler là-bas. Il a donc travaillé comme orthopédiste et fait beaucoup de recherches pendant environ 7 ans en Californie. Et suite à ça, il y a eu la nostalgie climatique. Il est donc revenu à Ottawa pour travailler. C'est pas la seule raison, mais... Et donc, il est maintenant donc chirurgien orthopédiste à l'Université d'Ottawa. Et il est également chef de division de la division d'orthopédie. Il fait beaucoup de recherches et donc investigateur principal dans plusieurs projets actuellement, ou également collaborateur sur plusieurs autres projets. Les sujets principaux de ces recherches touchent évidemment la chirurgie prothétique de la hanche, mais aussi les sciences de base reliées au développement de l'arthrose au niveau de la hanche puis les mécanismes qui peuvent être impliqués. Il a plus de 200 publications et il a également... C'est terminé. Il a également publié des livres et des chapitres de livres, soit plus de 18. Il est également réviseur pour plusieurs journaux d'envergure, dont le New England Journal of Medicine, qui est probablement la revue la plus avec la meilleure cote sur la planète. Il supervise aussi des étudiants de maîtrise, des étudiants de doctorat. Et évidemment, il est très impliqué dans l'enseignement clinique, ayant lui-même des résidents et des externes qui cheminent avec lui. Je crois qu'on peut donc dire que nous aurons l'honneur d'être dans son CV prochainement, puisqu'il va nous ajouter dans son CV, parce qu'il est venu présenter ici. Et donc, je vous demanderai d'applaudir Dr Beaulieu, notre conférencier. Merci infiniment pour les beaux mots. C'est un grand plaisir d'être ici. J'aimerais féliciter l'équipe du CHUM pour un congrès scientifique excellent. Je trouve que d'intégrer le grand public avec les médecins, les professionnels, je pense que ça nous aide comme médecins aussi de bien comprendre les besoins et ce que les gens recherchent pour leurs soins médicaux et aussi pour avancer la recherche. Alors, mes diapos vont être en anglais. Je vais me débrouiller le mieux que je peux avec les expressions francophones pour la médecine. Alors, le sujet de la présentation, c'est l'étiologie de l'arthrose de la hanche et son traitement. Et puis, je suis encore très privilégié d'être ici avec vous pour la journée de recherche Louis-Joseph Papineau. Mes conflits d'intérêts sont, comme vous voyez au tableau ici, avec des royautés, mais ça n'a rien à faire avec... la présentation, sauf un fonds de recherche qu'on a reçu du CIHR qui vraiment représente les 5 à 6 dernières années de recherche qu'on a faites sur le conflit fémoro-acétabulaire. Comme vous le savez tous, qui a été mentionné auparavant, il y a vraiment un changement d'attitude au niveau de la douleur précoce arthrosique des articulations du membre inférieur, où les gens ne veulent pas se limiter et ne veulent pas être aussi pris à prendre des médicaments de façon chronique, ce qui amène puis aussi d'éviter une prothèse trop précoce. Alors, on a développé des interventions avant l'arthrose avancée, mais ça a été vraiment dirigé par les meilleurs tests d'investigation, plus sensibles, et aussi des techniques opératoires qui ont évolué de façon incroyable dans les derniers 10 ans. Ça, c'est ça qu'on voit présentement. Ça, ces techniques-là, à part peut-être quelques-unes, n'étaient pas vraiment présentes durant ma formation comme résident. Et vous voyez qu'il y a une panoplie assez exhaustive de différentes techniques. Et c'est aussi qui amène aussi un problème à savoir de quelle technique est applicable à quel patient et quelle technique est la plus reproductible pour éviter des complications puis de donner des résultats positifs aux patients. Je pense qu'il est important, c'est de revoir dans les deux formes majeures de l'arthrose précoce de la hanche, la causalité. Est-ce que ces signes radiologiques-là sont présents chez des gens qui n'ont aucun problème ou c'est vraiment la cause de l'arthrose? On a deux vraiment gros groupements, la dysplasie, qui est une malformation, une formation incomplète de l'articulation de la hanche, et le conflit fémoro-acétabulaire, qui est un nouveau diagnostic des 10 dernières années, qui représente un conflit dynamique, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème de mouvement de la hanche avec une formation excessive de la jonction tête-col.
Je pense que quand on regarde ces nouvelles pathologies-là, je pense qu'il faut retourner à la science de base d'épidémiologie, qui appelle les critères de Hill, pour savoir est-ce que la pathologie devant nous est une association, une causalité de l'arthrose de la hanche. Il a développé plusieurs critères au niveau des qu'on devrait essayer de prouver au niveau de la recherche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un gradient biologique, est-ce que c'est compatible avec les connaissances qu'on a présentement, est-ce qu'il y a une plausibilité biologique, est-ce que c'est spécifique, est-ce qu'on peut reproduire ça dans un programme d'animaux, d'expérience, c'est quoi la force d'association et finalement, est-ce que ces données-là sont reproduites dans différents centres par différents chercheurs disant que ces données sont exactes. Quand on regarde au niveau de la présentation clinique, je pense que dans toutes les recherches qu'on regarde dans différents centres, c'est pas mal semblable, c'est-à-dire que les patients, souvent avec une dysplasie ou un conflit, pas vraiment de douleurs qui ont été originées à un trauma spécifique, ils disent « bon, je commence à avoir mal après les activités sportives ». C'est aggravé par plus d'activités sportives où certaines positions de la hanche, s'ils sont assis trop longtemps, ils vont avoir une douleur à l'aine. Et aussi, ils peuvent avoir une historique de problèmes de hanche comme enfant avec une maladie de Ledcarver-Perthes ou des chirurgies précédentes pour une malformation. Donc, ces données-là sont souvent représentées dans différents programmes de recherche à travers le monde. Au niveau de l'examen physique, ça a déjà été mentionné auparavant, il va y avoir ce qu'on appelle un test positif d'impingement, de conflit, qui est vraiment rotation interne, adduction, inflexion, où on irrite le bourrelet ou le labrum, qui est irrité dû à la malformation osseuse. Et il peut y avoir, tout dépendant de la pathologie, l'amplitude de mouvement va être assez spécifique. C'est-à-dire, dans la dysplasie, l'amplitude du mouvement ne sera pas limitée. En réalité, elle va être excessive parce que la hanche n'est pas contrainte dans son bassin. Et dans le conflit fémoro-acétabulaire, vous allez avoir une limitation de rotation interne, surtout, et pas vraiment de faiblesse, tandis que la dysplasie va peut-être avoir un peu de faiblesse parce que la biomécanique de la hanche n'est pas optimisée pour la fonction musculaire. Au niveau de la radiologie de la hanche, sur la dysplasie, c'est encore, on voit ça de façon régulière, on l'appelle l'angle de Vibert, c'est-à-dire que le cotyle ne couvre pas tout à fait la tête fémorale, ce qui apporte une surcharge focalisée à l'acétabulum et une douleur et une déchirure du cartilage. Dans le conflit fémoro-acétabulaire, qui a été vraiment pour la première fois décrit par un radiologue en 1965, qui appelait ça le tilt deformity, mais aux États-Unis, comme avec le contrôle des armes à feu, ils ont été capables de faire une analogie avec une arme. Vous voyez le pistol grip deformity, qui représente une malformation de la jonction tête-col. Il y a deux vraiment regroupements de ce conflit. Il y a un regroupement au niveau cisaillement, ou en anglais on dit pincer, qui est au niveau acétabulaire, où vraiment le cotyle est surdéveloppé ou mal orienté de façon postérieure, qui amène un conflit prématuré entre la jonction tête-col et l'acétabulum. Et l'effet CAM, qui est une tête fémorale beaucoup trop grosse, où il n'y a pas de concavité. Donc, quand l'articulation arrive en flexion ou en rotation, il y a un accrochement qui arrive au niveau du labrum et du cartilage. Et dans certains cas, on peut avoir la présence des deux, ce qu'on appelle un mix, mais qui est relativement rare, à peu près 10 à 15 %. Au niveau de l'imagerie, pour le CAM, on peut faire de l'IRM, multiradial ou en plusieurs plans, ou aussi au niveau d'un cliché radiologique spécifique latéral. Ce que je recommanderais à tout individu ou médecin de famille ou médecin sportif qui évalue quelqu'un avec une douleur à hanche, de faire un cliché de bassin de front et une vue latérale spécialisée, qu'on appelle le Dunn View ou en anglais frog lateral, pour bien voir l'anatomie de la jonction tête-col. Vous voyez très bien ici, c'est le même patient. Le cliché de front, on voit bien que la hanche, la tête apparaît très sphérique, hein? Elle est ronde, mais si vous allez sur les clichés latéraux, vous voyez qu'il y a un manque de concavité antérieure où la tête est plutôt plate, qui empêche la hanche d'aller sans accrocher. Alors, vous voyez, ça, c'est un bel exemple que le cliché de front nous dit qu'il n'y a pas de dysplasie, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'arthrose. Alors, c'est pour une des raisons pour laquelle ce diagnostic-là n'a pas été reconnu avant plusieurs années. Mais si on va sur le cliché latéral, on voit très bien qu'il y a une déformité où la jonction tête-col est anormale,
ou si vous regardez l'aspect postérieur, vous voyez qu'il y a une belle concavité, vous allez à l'avant, il y a une bosse. Alors ça, c'est vraiment la pathologie classique. Au niveau du cisaillement ou le pincer, c'est plutôt une malorientation du cotyle qui pointe vers l'arrière au lieu de pointer vers l'avant. C'est vraiment une malformation, une rétrotorsion du bassin inférieur qui amène à une dysplasie, ou on peut appeler postérieure, et un conflit. Et au niveau radiologique, il y a deux signes qui sont assez classiques. C'est qu'on voit l'ischion sur le cliché de front ou le crossover, où le mur antérieur croise le mur postérieur du bassin de façon trop médiale. Ça, c'est des signes classiques qu'on voit nous autres comme orthopédistes, mais vous voyez ces deux vues-là, pour le problème avec le cisaillement, ce qu'on appelle l'effet pincer, il n'y a pas vraiment de gradient, c'est-à-dire à quel niveau cette pathologie-là est-elle, ou ce signe-là est pathologique ou non, c'est encore reste à définir. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont ce signe radiologique-là sans nécessairement avoir des douleurs. Donc, en tant que médecin, ça nous pose un problème, c'est-à-dire quand est l'indication de le traiter chirurgicalement ou non. Si on pense au niveau de la causalité de l'arthrose, vous voyez ce jeune patient de 33 ans avec seulement 2 ans de douleur à la hanche. Puis déjà là, à 12 ans, il y a une arthrose avancée de la hanche. Puis vous voyez très bien la pathologie au niveau de la jonction tête-col sur le cliché latéral, où il y a vraiment une bosse, une malformation excessive qui a une usure prématurée, précoce de la hanche. Et puis ça, c'est au niveau de l'intervention chirurgicale. Vous voyez que la tête à l'avant est complètement usée. Alors ça, c'est un problème vraiment parce que faire une prothèse, ce patient-là, c'est très, très jeune. Ces gens-là sont très actifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un diagnostic un peu plus précoce pour éviter l'arthrose? Ou est-ce qu'on peut prévenir ou quand peut-on traiter cette hanche-là pour permettre aux patients de retourner dans leurs activités? Au niveau de la dysplasie, c'est la même chose, semblable. C'est un papier classique de 1995 où ils ont bien démontré que certains patients avec la sévérité de la déformité sont plus à risque de développer l'arthrose. Ça, c'est le cas d'une dame d'à peu près une vingtaine d'années qui se fait suivre avec une douleur à l'aine par son médecin. Et vous voyez à travers une période de 6 ans la progression de l'arthrose de la hanche et due à une surcharge du cartilage. Si la patiente avait été évaluée en 1994 par peut-être une intervention chirurgicale, on aurait pu peut-être prévenir la progression de l'arthrose et la nécessité de faire une PTH. Alors, si on regarde au niveau de la force d'association, c'est très clair qu'au-dessus de 80 des patients qui présentent avec une déchirure du bourrelet ou du labrum ont une anomalie osseuse qui l'ont amené à cette déchirure-là. Et aussi au niveau de l'effet CAM, la dysplasie, l'effet CAM du conflit fémoro-acétabulaire, c'est vraiment ce qu'on appelle outside-in, c'est-à-dire que la lésion est à l'extérieur de l'articulation et avec le mouvement est amené à l'intérieur de l'articulation qui crée une délamination du cartilage ou du tapis du cartilage, ce qu'on appelle un effet de carpet ou délamination. Vous voyez que le cartilage au niveau du bassin est complètement débarqué et arraché. C'est des pathologies, des lésions assez sévères. Puis vous voyez au niveau intraopératoire sur une luxation chirurgicale, vous voyez que c'est vraiment une extension, une surcroissance du cartilage au niveau de la jonction tête-col. Ce n'est pas un ostéophyte, ça ne fait pas partie nécessairement de la déformité, ne fait pas partie de l'arthrose. C'est vraiment une malformation congénitale auquel je vais revenir un peu plus tard. Le problème, c'est que quand on a fait une étude, on a regardé à 200 bénévoles qui ont une IRM des 2 hanches. Le problème, c'est qu'il y a un gros pourcentage de la population, ici même, qui ont cette déformité-là sans avoir aucune pathologie ou douleur, qui fonctionnent tout à fait normalement, puis ils ne savent pas qu'ils ont cette anomalie-là. Et c'est beaucoup plus, l'effet CAM, beaucoup plus présent chez les hommes que chez les femmes, 25 versus 5 %. Donc, il y a un aspect probablement génétique ou environnemental, d'activité, etc., qui influence cette formation de cette pathologie-là. Et non seulement ça, l'anomalie ou la jonction tête-col varie dans
dans son anatomie, tout dépendant où on la mesure. Ça veut dire que ce qu'on utilise comme de valeurs normatives varie tout dépendant où on évalue la jonction tête-col sur un cercle de 60 degrés. Ça pose encore des problèmes, toujours, parce que si vous envoyez nous autres à notre centre, on sont très habitués, c'est très rare qu'on envoie un IRM que le radiologue va lire comme l'IRM étant normal. Il va dire « Ah, peut-être il y a ci, peut-être il y a ça ». Donc, ça nous pose des problèmes au niveau de comment bien conseiller le patient au niveau de leur activité puis des traitements chirurgicaux, à savoir est-ce que cette lésion-là est vraiment une cause de problème ou à risque ou c'est juste une variabilité de l'anatomie humaine qu'on voit partout. Alors, ça pose des problèmes assez au niveau de traitement et suivi à long terme. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres centres au monde. Ça, c'est l'étude sur des recrues militaires en Suisse par le groupe de Michael Leunig, qui ont aussi démontré une forte prévalence de la déformité de CAM chez les hommes, qui est semblable à nos données, et aussi une corrélation entre la présence de la déformité et le manque de rotation interne, qui, donc, est aussi constant avec ce qu'on voit quand les patients se présentent. Donc, il y a quand même une consistance dans les évaluations cliniques et d'imagerie avec la pathologie, et semblable à le groupe de Chris Peters à Salt Lake, où sur les jeunes de l'équipe de football américaine avait une très forte prévalence, à 57 % de pathologie de CAM chez ces jeunes-là. Donc, il semble avoir encore, chez les hommes, une présence encore plus forte. Et on commence à penser, mais l'activité physique, le type d'activité physique, quel est le rôle dans cette pathologie-là? Mais on se présente aussi encore des problèmes. Jeune homme de 28 ans, douleur à la hanche droite. On fait un cliché latéral des deux hanches et il y a la pathologie des deux côtés. Alors, comment peut-il avoir la pathologie des deux côtés et seulement avoir mal d'un côté? Ça pose un problème de diagnostic et de traitement. Est-ce que vraiment cette pathologie-là de CAM est vraiment la cause ou c'est d'autres choses, ou qu'on perd notre temps à regarder cette pathologie-là? Puis c'est un problème aussi au niveau des coûts de soins de santé parce que ces gens-là, s'ils se font traiter, ils vont se faire une résection. C'est des coûts additionnels, de rétablissement, potentiellement de d'autres complications. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une discorde entre ce qu'on voit de façon radiologique et ce qu'on voit au niveau de l'examen clinique. Ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a un gradient biologique, c'est-à-dire que qui est quand même assez, on penserait évident, mais il faut le démontrer, que plus gros est la lésion, on mesure ça avec l'angle alpha, plus le risque de dommages articulaires est élevé. Et chez ces mêmes patients-là, les gens qui ont un effet de cisaillement, c'est-à-dire un pincer où l'acétabulum couvre trop la tête fémorale, a en réalité un effet protecteur au niveau du cartilage. C'est-à-dire que plus l'acétabulum couvre la tête, ça limite l'amplitude de mouvement et aussi limite la capacité de la lésion CAM d'engager dans le cotyle l'effet outside-in. Donc, au niveau biomécanique, mouvement, ça semble pouvoir, au niveau expérimental, ça s'aligne relativement bien. Et quand on regarde un groupe de patients qui avaient la présence d'une pathologie CAM, près de 80 % avaient la pathologie des deux côtés, mais seulement un quart avait la douleur des deux côtés. Et quand on fait un bar chart pour savoir quel facteur influence la présence ou l'absence de douleur, on revient encore avec un angle alpha de plus de 60 degrés qui pose un risque de développer la douleur. Donc, on a le gradient biologique qui est un des critères essentiels de déterminer la causalité ou une association de la pathologie. L'autre chose, évidemment, il y a d'autres aspects qui peuvent avoir un effet, et c'est la dynamique, le cinématique du bassin. Tout dépendant de l'orientation du bassin, va avoir une influence à savoir quand le conflit va arriver. On comprend ça dans la luxation de la hanche des prothèses. Donc, il y a un autre aspect, évidemment, au niveau de la colonne lombaire, la lordose et la mobilité du bassin, qui a aussi une influence dans le conflit ou la pathologie. On a bien démontré ça, où quand les gens font un squat, ceux qui ont un conflit fémoro-acétabulaire sont incapables de descendre aussi bas que ceux qui ont une anatomie normale. Finalement,
le même groupe de 200 bénévoles qu'on avait étudié pour regarder la prévalence de la déformité, on les a suivis sur une période de plus de 4 ans. Rappelez-vous, ces gens-là n'avaient aucune douleur au moment de l'examination avec l'IRM. On était capable de rejoindre 170 patients sur ces 200 avec un âge moyen de 29 ans. Et encore, l'angle alpha de plus de 60 degrés démontrait un risque relatif de 4 fois plus élevé de développer de douleur à l'aine. Ça, c'est des gens qui étaient tout à fait normaux. Donc, on démontre que la sévérité de la déformité, un gradient biologique, a un impact sur le risque de développer la hanche. Donc, on retrouve encore plus d'indices au niveau de la causalité de cette déformité et l'arthrose, la douleur à la hanche. Alors, si on pousse ça un peu plus avec nos données biomécaniques avancées sur notre bourse qu'on a étudiée, on a regardé 3 groupes de patients, des hommes, et on avait ceux qui avaient la douleur avec la pathologie CAM. On avait un groupe avec la pathologie CAM avec aucune douleur qui fonctionnait tout à fait normal, et un groupe contrôle avec aucune lésion à la hanche radiologique et aucune douleur. Alors, on a fait des mesures anatomiques là, assez avancées au niveau du cotyle, la version du fémur, la version de l'acétabulum, et on a évalué la dimension, la pathologie CAM dans plusieurs plans. Et chaque patient a eu une dynamique spécifique avec des skin markers sur le CT qui ont été amenés dans le lab de mouvement pour évaluer ou contrôler la dynamique du squat et faire une relation, c'est-à-dire avec les symptômes et la biomécanique. Ce qui est très intéressant, on a été capable de démontrer, basé sur la biomécanique, qu'on était capable de regrouper ou de séparer les 3 groupes au niveau symptômes, asymptomatiques et contrôle. Alors, les facteurs qui étaient critiques, c'était l'angle alpha qui revient encore, l'angle entre le col et le fémur, le neck shaft angle, qu'on dit en anglais, et l'amplitude du mouvement du bassin. Et ça veut dire que l'autre variable, si on a moins de offset pour le muscle, il y a une charge de force qui est transmise excessive au niveau de l'acétabulum qui s'ajoute à la déformité CAM et le manque de mouvement au bassin. Alors, au niveau biomécanique, ou ce qu'on appelle évidence expérimentale, on peut démontrer pourquoi que ces patients-là ont de la douleur ou non. Quand on avance ça un peu plus avancé dans une étude d'aliments finis, encore, on fait ça sur des patients de façon spécifique, l'anatomie, on peut démontrer que les stress au niveau de l'élément fini sont dans le quadrant antérolatéral de l'acétabulum, qui aussi, on voit exactement au niveau chirurgical où on voit les lésions du cartilage et du labrum. Donc, notre étude d'éléments finis est en alignement avec ce qu'on voit au niveau chirurgical. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que quand on regarde les stress sont plus élevés au niveau de l'os que du cartilage. Alors ça amène un peu, revient à la présentation du Dr Pelletier, elle va dire l'os sous-chondral et son influence sur le développement de l'arthrose au niveau de la hanche. Quand on regarde ça au niveau de l'angle alpha, on a fait de CT densitométrie sur ces 3 groupes-là encore, puis on a regardé la relation entre la charge qui est transmise au niveau de l'acétabulum et de la sévérité de la déformité. On retrouve un R-square de 0,56, c'est-à-dire que la déformité détermine la charge qui est retransmise au niveau de l'acétabulum. C'est une relation qui est très forte et encore amène de la validité à notre concept qu'une malformation amène une surcharge de l'acétabulum et qui concordonne avec la sévérité de la déformité. Plus la bosse est grosse, plus il y a une grosse charge. Donc, ça s'aligne encore très bien. On a aussi regardé au niveau où est la bosse et la densité osseuse, où est la déformité du conflit CAM. Aucune relation entre la grosseur de la déformité et la densité osseuse. Ce qui nous amène à nous poser la question de l'étiologie de cette déformité-là. S'il n'y a pas d'association entre la grosseur de la déformité et la densité osseuse,
pourrait nous amener à poser la question, est-ce que c'est une malformation intrinsèque qui est déterminée au niveau du développement, que la bosse ou l'os, la structure de l'os est développée de cette manière-là qui amène le problème. Ça nous amène à une autre étude qu'on a fait chez les jeunes enfants qui avaient on a pris 2 groupes, c'est une étude préliminaire, un groupe où la plaque de croissance était encore ouverte, un autre groupe où la plaque de croissance était fermée, et on a fait une IRM de ces 2 groupes-là, puis on a vu que la déformité CAM était seulement présente chez les jeunes enfants ou les adolescents qui avaient terminé leur croissance, et qui était complètement absente chez ceux qui étaient encore en croissance. Ce qui nous amène à poser l'idée qu'à ce moment-là, il semble arriver quelque chose qui se passe au niveau de la terminaison de croissance au niveau de l'adolescence pour la formation de cette déformité-là. Et encore une fois, ceux qui avaient la déformité avaient moins d'amplitude de mouvement en rotation interne, qui sont encore les mêmes données qu'on a trouvées chez les adultes. Et non seulement ça, quand on leur a donné un questionnaire d'activité physique qui était spécifique pour le groupe infantile, on a démontré de façon significative que ceux qui avaient la déformité CAM de conflit étaient beaucoup plus actifs que ceux qui n'avaient pas la déformité durant la semaine et durant les fins de semaine d'activité. Ce qui nous amène à poser la question, qui avait été même présentée par Murray en 1965, est-ce que cette déformité est reliée à une activité excessive durant la période de formation de la hanche? Et cette analogie-là est présente dans les joueurs de baseball aux États-Unis, où les jeunes adolescents, s'ils font trop d'activités de lanceurs, vont déformer leur humérus, ce qui a amené maintenant à de modifier les sessions de formation pour les joueurs de baseball. Et on pourrait s'amener ici que potentiellement les jeunes qui jouent au soccer ou différents sports durant l'adolescence peut-être devraient modifier leur formation, d'en faire moins, parce que vous savez maintenant c'est 5 jours ou 7 jours par semaine, le hockey c'est constamment, même durant l'été, le soccer c'est constamment, il n'y a plus cette variabilité d'activité où les jeunes arrêtent pour une période de temps, reprend, tout ça, c'est toujours le même sport pour mieux performer, etc., etc. Alors, ceci a une influence majeure sur la malformation de la hanche. Alors, on sait maintenant qu'au niveau de la formation CAM semble arriver durant l'adolescence et que l'activité est un facteur à risque, mais est-ce qu'on peut, comme j'ai démontré, peut-être essayer de voir quand la dégénérescence du cartilage arrive avant que ça soit trop avancé? Et maintenant, ça revient un peu à ce que le Dr Pelletier mentionné un peu maintenant. On peut faire maintenant ce qu'on appelle du cartilage mapping, où on peut aller voir au niveau microscopique la qualité du cartilage, la quantité de protéoglycène au niveau de la hanche, au niveau du genou, pour voir si on peut voir le changement avant le changement radiologique. Nous autres, on a utilisé la technique qui s'appelle T1 Row, qui est sans contraste, qui représente une relation inversée avec la quantité de protéoglycane dans la hanche. Alors, plus le signal est élevé, plus le niveau de protéoglycane est bas dans la hanche et vice-versa. Alors, c'est une segmentation assez avancée où on prend plusieurs niveaux du cartilage de la hanche et après ça, une fois que c'est reconstruit avec des programmes informatiques, on fait un mapping du cartilage avec l'IRM et on peut déterminer la quantité ou la variabilité de la qualité du cartilage à travers l'articulation de la hanche. On a appliqué ça encore sur 19 patients qui avaient la déformité CAM des 2 côtés avec les angles alpha et on a pu démontrer que malgré l'absence de symptômes, il y avait une dégénérescence déjà débutée au précoce au niveau du cartilage microscopique entre l'aspect CAM et le cartilage et encore une fois au quadrant antérolatéral où on voit la pathologie cartilage, où on voit dans les études d'éléments finis la surcharge. Ce qui est intéressant, on ne pouvait pas démontrer une relation entre la perte de cartilage et l'angle ou l'aspect microscopique
de perte de cartilage, de dégénérescence et l'angle alpha. Donc, on manque un peu maintenant notre histoire de sévérité de déformité et la dégénérescence de l'articulation. Et ça, on a démontré aussi ça dans nos 3 groupes symptomatiques et asymptomatiques. Alors, ce qu'on a fait dans la même étude, c'est qu'on a combiné les données, on a regardé où le stress osseux arrive et où on voit au niveau de l'IRM la perte de cartilage. On a pu démontrer, comme tout à l'heure, une relation significative entre la charge osseuse et l'angle alpha, et aussi entre la charge osseuse et l'amplitude du mouvement, mais pas de relation entre la dégénérescence microscopique, je dis bien, et la densité osseuse ou l'angle alpha. Ce qui nous amène à poser la question, où et quand commence l'arthrose de la hanche? Et ça, c'est le concept de Radin, qui est un vieux concept des années 70-80, que sur un groupe, sur une étude expérimentale sur les lapins, a démontré que l'os précède la dégénérescence cartilagineuse due à un effet de surcharge et ce qu'on appelle la mécanobiologie. Donc, soutient un peu notre concept où il y a une surcharge osseuse, l'os chondral devient plus raide, et ce qui amène par après une dégénérescence du cartilage. Vous me dites, bon, ben, ça fait quoi ça dans la vie? Bien, ça veut dire que l'os est biogénératif, c'est-à-dire qu'une fois que l'os commence à changer, si vous changez la charge, l'os peut redevenir normal. Donc, il y a une capacité potentielle de renverser l'arthrose de la hanche. Donc, dans la dysplasie, c'est une surcharge statique qui est due à une instabilité supérolatérale. Et dans le conflit fémoro-acétabulaire, c'est une dégénérescence dynamique due à une surcharge. Et ce n'est pas une pathologie primaire du cartilage, c'est vraiment quelque chose qui est une malformation et dynamique. Si on va dans le traitement, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer comment on va traiter ces patients-là. Sélectionner de bons patients. On ne fait pas ça chez des patients, c'est chirurgie non prothétique de la hanche. On ne fait pas ça chez des patients de 70 ans. Il faut savoir où est la pathologie à traiter de façon exacte, puis de quel outil utiliser. Quand on a commencé à traiter la pathologie du conflit fémoro-acétabulaire, le CAM, c'est une chirurgie qui n'était pas mineure. Hein? C'est une chirurgie ouverte avec ostéotomie du trochanter. On fait une luxation de la hanche antérieure pour visualiser la déformité qu'on corrige avec des fraises et ostéotomes et avec un séjour à l'hôpital de quelques jours et une décharge de 6 semaines jusqu'à temps que l'os guérit. On a regardé notre série à Ottawa sur 89 patients, surtout des hommes, avec un âge moyen très jeune, hein, 30 ans. Et on a regardé, on a obtenu des très bons résultats au niveau de WOMAC, la douleur, il y avait beaucoup d'améliorations. Cependant, le taux de survie de la hanche était excellent, 94 % à 8 ans, mais on avait des problèmes reliés à l'approche chirurgicale où on avait des cas vicieux dans 3 cas et un gros pourcentage des patients, les vis qui étaient insérées étaient douloureuses, donc nécessitant une autre intervention pour enlever les vis. Donc maintenant, on utilise cette technique-là pour les déformités assez complexes dues à des malformations congénitales ou à l'enfance, où on peut réoptimiser la biomécanique de la hanche en faisant des déplacements du grand trochanter et aussi on peut même corriger des inégalités de longueur de jambe. Et donc, c'est surtout sur ces cas-là qu'on fait la technique ouverte. Maintenant, c'est une technique vraiment qui a progressé au niveau arthroscopique ou moins invasive. Ça, c'est, disons, une incidence de ma pratique depuis que je suis à Ottawa de 2006 à 2012. Et vous voyez un grand changement au niveau chirurgie ouverte versus arthroscopique, où maintenant la majorité de ces patients-là avec conflit sont traités de façon arthroscopique et qu'on peut voir avec une fluoroscopie intraopératoire qu'on peut juger la qualité de notre correction intra-op. Mais quand on fait de la chirurgie moins invasive, il y a toujours des problèmes. Hein? On peut, maintenant, on a une nouvelle nom qu'on utilise, le cookie bite, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas toute la déformité, on manque notre visualisation, puis on se concentre sur un petit endroit, mais on oublie peut-être les 3 quarts de la pathologie, puis ça, c'est dû
une évolution de la chirurgie technicale, la courbe d'apprentissage, tout ça. Alors, n'importe quelle nouvelle technique chirurgicale, malgré qu'elle soit moins invasive, peut quand même amener à des résultats pas aussi plaisants, aussi satisfaisants pour le patient. Ça, c'est, bon, au niveau technique chirurgicale, il faut s'adapter en utilisant l'amplificateur de scintigraphie pour bien visualiser la lésion calme qui n'est pas limitée antérieure, mais aussi va postérolatéral. Et donc, il faut vraiment avoir une bonne technique chirurgicale pour essayer de matcher où est la déformité et en 3 dimensions et de voir où on peut aller corriger ça avec notre fraise sans avoir une vue d'ensemble comme la chirurgie ouverte. Si on vient au niveau du cisaillement, au niveau du conflit, au niveau du bassin, où il y a une malorientation du cotyle, on peut faire des réorientations acétabulaires. Ça veut dire qu'on déplace, on dégage l'acétabulum du bassin et on le réoriente et on le sécure avec 2 vis jusqu'à temps que l'os guérisse. L'importance avec ça, c'est que maintenant, il y a des gens peut-être qui exploitent trop la technique moins invasive, essaient de faire ces cas-là sous arthroscopie, font une résection excessive du cotyle et amènent une stabilité iatrogénique de la hanche qui est un désastre, puisque là, maintenant, la hanche peut plus être préservée, c'est une prothèse. Et ça, c'est dû à une mauvaise technique chirurgicale, une mauvaise sélection de patients, une technique excessive, et puis il y a plusieurs cas dans la littérature. Alors, si nous autres, comme médecins et chirurgiens, il faut toujours essayer de trouver un équilibre entre les plus, une technique moins invasive, potentiellement contre les négatifs si on est de façon trop excessive. Alors, pour ce qu'on appelle les dysplasies, la malorientation du bassin, on la regarde, on fait des mesures anatomiques pour s'assurer qu'on a la bonne déformité, où on regarde la sévérité de la malorientation, et ce qui nous permet de réorienter le bassin et d'augmenter l'amplitude du mouvement. Cette technique, on l'appelle la technique de Ganz, c'est une technique une osteotomie périacétabulaire, c'est-à-dire que la colonne postérieure du bassin demeure intacte, puis qu'on libère le fragment de son lit, ce qui facilite une mobilisation très rapide du patient et une fixation avec vis relativement simple. On a regardé notre série à Ottawa, j'ai environ une soixantaine de patients, où la majorité, vous voyez, une incidence très différente. La majorité étaient des femmes, 75 %, différent du conflit hémorrhoïde qui est beaucoup plus commun chez les hommes. Donc, il y a un aspect génétique, activité qui est en jeu ici. Et quand on regarde nos résultats cliniques, encore une amélioration significative. Ce que l'on a démontré, c'est que ces patients-là peuvent aussi avoir une malformation de la jonction de tête-col qui va influencer les résultats cliniques, probablement reliés à la sévérité du cartilage, du dommage cartilage intraopératoire. Dans cette même série-là, encore un bon taux de survie de 94 % à 5 ans, pas trop de morbidité au niveau de réopération et un bon rétablissement. Ces données-là sont validées par d'autres groupes avec une expérience plus exhaustive à Boston et à Berne, où encore on peut préserver la hanche dans la dysplasie jusqu'à 10 ans sans trop de difficulté. Finalement, la dernière question qui revient, où j'ai mentionné quelque peu, est-ce qu'on peut altérer l'historique naturel de l'arthrose de la hanche? C'est-à-dire, oui, ces patients-là fonctionnent bien, ils ont moins mal, mais est-ce qu'on peut arrêter l'arthrose? Est-ce qu'on peut arrêter cette progression-là? Alors, dans la même étude où on a présenté sur les pathomécanismes ou la biomécanique, on a fait une réimagerie chez 12 patients qui ont eu la correction chirurgicale et on a répété la densité osseuse, à savoir est-ce qu'on a altéré la charge de la hanche, et on a pu démontrer qu'à 2 ans de suivi, on a diminué la charge de 5 à 10 % dans le quadrant de surcharge, ce qui représente potentiellement une altération de la charge mécanique de la hanche due à la correction de la déformité. Et ces mêmes patients-là ont eu l'évaluation du cartilage avec l'imagerie avancée utilisant T1-Row, et on voit une amélioration, ou peut-être amélioration, c'est un peu trop positif dans cet aspect-là, ou optimiste,
qu'il y a une stabilisation du cartilage antérolatéral. Donc, encore une fois, au niveau de plausibilité biologique et gradient, on voit que si on corrige la déformité, la charge au niveau de l'os diminue et le cartilage s'en ressent mieux. Donc, potentiellement, on change non seulement la capacité des activités physiques, mais aussi l'historique naturel de cet ange-là. Donc, en conclusion, ce qui est important quand on approche des nouveaux diagnostiques, des nouvelles techniques dans la prévention de l'arthrose de la hanche, c'est important de bien établir la causalité de la pathologie, pour savoir qu'on corrige bien ce qui est à corriger et de laisser tranquille des pathologies qui n'ont pas à être corrigées et avoir des mauvais résultats chez les patients. Il faut que nos examens physiques soient constants à travers les différents centres. Si Paul Beaulieu fait un conflit à Ottawa, est-ce que c'est le même conflit que le chirurgien un tel traite à Montréal, à Québec, aux États-Unis, en Europe? Est-ce qu'on traite toutes la même chose? C'est ça un des avantages de l'arthrose ou les prothèses primaires. Quand vous voyez de l'arthrose au niveau du cliché radiologique, c'est assez évident, il n'y a personne qui va argumenter. Vous mettez le même cliché radiologique avec la déformité, vous mettez un panel de 7 à 8 chirurgiens, il y a de fortes chances que ces 7-8 chirurgiens-là vont arriver avec un diagnostic qui est différent, ce qui pose vraiment des problèmes à savoir est-ce qu'on traite toute la même pathologie. Et finalement, il faut aussi, nous, comme chirurgiens et médecins, amener des traitements qui sont effectifs et aussi qui évitent des complications aux patients et la capacité de corriger l'historique naturel précoce de la hanche. Ce travail-là, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous avez ici à établir au CHUM, c'est une équipe multidisciplinaire qui implique des radiologues, des gens en biomécanique, en imagerie et aussi des étudiants gradués qui ont tous travaillé à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe qui représente à peu près 7 temps de travail. Alors, c'est vraiment l'essentiel de créer un environnement positif pour ça, puis je crois qu'ici, vous l'avez. Alors, je pense que votre futur est très, très bien. Merci beaucoup. Beaucoup, Dr. Beaulieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour lui qui concernent la hanche ou l'arthrose en général? Oui, Dr. Ogden. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. La plupart d'entre nous dans la salle sont probablement des intervenants de première ligne. Depuis qu'on s'intéresse à ces conflits fémoraux acétabulaires, plus on en cherche, plus on en trouve énormément. On trouve aussi beaucoup de déchirures du labrum. La plupart sont des déchirures de 1 à 2 cm et puis on réussit à les guérir ou contrôler les symptômes par la physiothérapie. Mais une fois qu'on a identifié cette pathologie de type CAM et cette déchirure du labrum mineure et que le patient est sous contrôle, qu'est-ce que vous recommandez comme suivi? Est-ce qu'on devrait faire des radiographies aux 5 ans ou aux 10 ans? Est-ce qu'on devrait tous les envoyer en orthopédie? Pratiquement, avez-vous des suggestions? C'est une excellente question. Je vais répondre avec plusieurs observations de ma part. On ne peut pas minimiser le traitement non opératoire. C'est essentiel. Je ne peux pas vous dire combien de fois un patient, ça a pris peut-être 6 à 8 mois de venir me voir en consultation, puis il arrive, puis il me dit, écoutez, coudonc, là, je suis nu quand même, mais depuis 2-3 mois, là, ça fait beaucoup moins mal que quand mon médecin de famille ou médecin sportif envoie en consultation. Donc, l'historique naturelle de cette pathologie, on ne la connaît pas très bien. Et souvent, elle va se stabiliser sans vraiment d'intervention chirurgicale. Je pense qu'il est essentiel aussi, c'est que, comme vous le dites, c'est partout. On voit ça partout, c'est comme un virus, tout le monde là. Hein? Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Fait que je pense qu'il est important, c'est pas de ne pas oublier le diagnostic différentiel. Hein? Des fractures, en anglais, on dit stress fracture de surcharge. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier peut-être des chondrosarcomes, des sarcomes, des choses comme ça qui sont inhabituelles. Alors, il faut vraiment rester aux aguets, de ne pas toujours mettre ça dans la catégorie labrum conflit. Alors, je pense que c'est là que si une douleur persistante à la hanche de plus que 6 à 8 semaines, je pense que c'est tout à fait raisonnable de, à ce moment-là, procéder avec un cliché radiologique, s'assurer qu'il n'y a pas une fracture, quelque chose du genre. Et si ça persiste encore, l'IRM, je pense, est essentiel pour s'assurer que c'est bien, on ne voit pas d'autre chose. Et si le diagnostic est bien établi,
Moi, j'y revois habituellement, je donne un traitement non opératoire, puis une fois, peut-être une autre fois dans un an, ou 6 à 8 mois, voir comment que les choses vont, puis par après, au besoin. Il n'y a pas d'autres suivis qui se font. Merci. OK. Bonjour, Patrice Tétrault, orthopédiste au CHUM. Une petite question par rapport à la perte de rotation interne. On l'a mentionné, mais on parle de quoi exactement? Mettons, est-ce que c'est une rotation qui est neutre? Est-ce que, dans le fond, on peut aller une perte de 20 degrés? La normale, c'est quoi? 45 degrés de rotation interne? Comme, la rotation interne, surtout au niveau quand le patient est sur le dos, il faut faire bien attention quand on commence aux 90 degrés de flexion. Hein? Faut bien éviter que quand on commence à faire la rotation interne, il faut regarder le bassin, hein? Parce que souvent, on va penser qu'on a beaucoup de rotation interne, c'est rien que le bassin qui bouge. Alors, ce qui dirait, qu'on pourrait dire qui est normal de rotation interne, je dirais au moins 20 degrés. Si vous avez au moins 20 degrés de rotation interne, la possibilité que vous ayez une malformation au niveau de conflit est moindre, est très moindre. Donc, je dirais minimum 20 et plus. L'autre question, c'est par rapport, justement, on dit, les enfants, quand ils s'assoient sur leurs fesses avec les jambes de côté, on dit, c'est pas bien, il faut s'asseoir en indien. Là, on ne sait plus s'il y a un impact plus tard sur, justement, la rotation interne-externe, mais je pense pas qu'il y a de recommandations. Non, aucune recommandation. La seule chose, vraiment, qui est en évolution, c'est vraiment le niveau d'activité et l'intensité que je pense qu'il va changer dans les prochaines années. Est-ce que tu parlerais des jeunes qui ont des glissements épiphysaires? Parce que souvent, ça amène à des déformations conséquentielles quand la croissance est finie. Puis on voit que vraiment le gun barrel deformity est là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu préconises à ce moment-là comme chirurgie? Des osteotomies du col fémoral, des choses comme ça? Une fois que la plaque de croissance est fermée, puis ils sont rendus adultes, évidemment, il faut qu'il y ait des symptômes. S'ils sont asymptomatiques, il y a rien on les suit. Et si ils ont des symptômes, quand la plaque de croissance est fermée, on peut faire des osteotomies du col, c'est trop risqué au niveau de la nécrose vasculaire. Donc, c'est vraiment une résection localisée de la déformité et peut-être une optimisation du trochanter si vraiment il est très haut. Mais le traitement n'est pas très différent de ceux qui n'avaient pas vraiment d'historique de glissement épiphysaire. Bonjour, je m'appelle Eve Chaput, je suis physiothérapeute en clinique privée. J'aimerais savoir, après une chirurgie pour corriger les déformités, est-ce que vous les référez en réadaptation, en physiothérapie? Si oui, après combien de temps? Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Ça fait que, oui, on les réfère en réhabilitation. Absolument, on attend à peu près 3 à 4 semaines avant qu'ils commencent la physiothérapie. La seule chose que je dirais qu'on le remarque souvent, c'est que de façon différente au PTH, je pense que des fois, la réhabilitation est trop agressive. On les pousse trop, puis la hanche se réinflamme. Avec une PTH, le seul problème, vous avez le problème, c'est un problème de luxation potentielle. Mais je trouve que des fois, il faut juste que le patient retrouve une force musculaire, une proprioception qui est raisonnable. Puis après ça, laissez-les aller de façon normale, évolutive, d'un bon programme de réhabilitation. Mais des fois, je pense que c'est rien de méchant dans le sens, mais je pense que ça serait la seule chose de peut-être on est un peu trop agressif dans la réhabilitation chez ces patients-là. Merci. Oui. J'ai une question. Comme quand on fait des trucs aux genoux, là, on remarque beaucoup d'atrophie du quad après les chirurgies. Au niveau de la hanche, j'imagine qu'on voit de l'atrophie des fessiers. Combien de temps ça peut prendre ou combien de temps il faut dire au patient avant de dire qu'il va retrouver sa musculature puis sa force puis qu'on n'aura plus de train de limbo, par exemple, à l'évaluation? Moi, je dis au moins, des fois, je dis facilement 6 à 8 mois. Ouais. Moi, c'est comme une clinique. Moi, l'arthroscopie de la hanche, c'est comme une clinique de dos pour moi. C'est comme un peu imprévisible. Tu ne veux pas y voir trop souvent parce qu'ils ont mal longtemps, puis ça leur prend du temps. Fait que je les vois 4 à 6 semaines, c'est stable. Tu vas faire ta physio, je les revois pas avant 6 à 8 mois. Je ne veux pas les voir parce qu'ils ont mal encore, ça va pas. Parce que, comme je dis aux patients, c'est un organe biologique, donc l'inflammation, tout ça va prendre du temps, alors il faut vraiment y aller tranquillement. C'est pas comme une prothèse de hanche. Si ça va pas bien, une prothèse de hanche à 3 mois, il risque d'avoir un problème. Tandis qu'une chirurgie non prothétique à 3 mois, il faut que tu les laisses aller un bout.
Bonjour, Josée Rainville, je suis médecin du sport et à l'urgence également. Merci pour la présentation. Ma question était plus au niveau soit des athlètes de haut niveau ou les athlètes ou par exemple les danseurs professionnels. Est-ce que vous aviez parlé de l'évolution naturelle de la maladie? Bon, ils peuvent se présenter initialement avec une douleur, là, on les traite de façon conservative. Mais pour la chirurgie, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en prophylaxie pour empêcher que ça progresse? On n'est vraiment pas rendu là, hein? C'est parce qu'il y a toujours un danger qu'on empire les choses quand on va mettre une arthroscopie là-dedans, qu'on crée une inflammation. Donc, un jour peut-être, on va arriver comme un peu dans la scoliose, où il y a une certaine déformité qui est à tellement haut risque qu'on peut justifier une intervention chirurgicale, même si le patient n'a pas de symptômes. Peut-être un jour, on va arriver là pour le conflit. C'est un angle alpha de 80 degrés. Tu fais un IRM à haute résolution, puis le cartilage est en train de diminuer. Peut-être qu'on pourrait justifier, mais c'est vraiment au titre expérimental maintenant. Je pense pas qu'on peut faire de l'augmentation du tout. Il arrive qu'on attrape ces patients-là un peu tardivement, donc il y a un certain degré d'arthrose déjà installé, que ce soit un CAM ou un pincer. C'est quoi le cut-off où on peut dire je vais faire une chirurgie isolée, soit une plastie du col, soit une ostéotomie, ou il est trop tard? Puis c'est quoi votre cut-off là, pour ça? Ce qu'on utilise, évidemment, on devrait utiliser l'imagerie, une façon de prognostic. Ça fait que je pense dans la dysplasie, l'imagerie avancée, le cartilage, avec la technique qu'on appelle D-Gamrick, peut nous aider de façon quantitative, de façon très objective. Au niveau des autres, présentement, ce que j'utilise, c'est vraiment large. Hein? Fait qu'un patient à 45 ans et plus, là, la chirurgie non prothétique, c'est vraiment très rare. Donc, quand on élimine ça, puis on va dans l'autre groupe, bon, jeune homme de 38 ans, 35 ans, bonne santé. S'il y a un petit pincement articulaire de moins de 1 ou 2 mm, c'est-à-dire qu'il y a encore un bon cartilage, puis pas d'ostéophyte, je pense que l'intervention, je leur dis que c'est moins prévisible, mais on va quand même l'offrir. Et si vraiment il y a un pincement articulaire sévère, on ne l'offre pas, puis là, on va peut-être faire des injections. PRP, on le laissait un peu, viscosupplémentation, toutes ces choses-là. On dit comme vous êtes dans une zone grise, trop jeune pour une prothèse, l'articulation n'est pas tout à fait usée, mais trop endommagée pour une chirurgie prothétique. Donc, on ne peut pas vous donner un résultat vraiment qui va être prévisible. Donc, il y a encore cette zone grise-là où on n'a pas vraiment rien à offrir. OK, merci. Oui. Est-ce que la coexistence des phénomènes CAM et pincer est possible? Et si oui, est-elle fréquente? Oui, elle est possible, mais beaucoup moins fréquente de ce qu'on pense. Au début, quand c'est sorti, il parlait de 80 %, mais je dirais que c'est à peu près 15 à 20 %. Alors, c'est relativement pas commun. Et c'est encore difficile à dire est-ce qu'il faut corriger les deux déformités. Donc, Dr. Wang va remettre un cadeau à Dr. Beaulieu pour le remercier de sa visite et de sa présence. Merci beaucoup.